Moi, j'ai envie de te dire le silence. Souvent, ça m'arrive de dormir à la belle étoile dès que je peux dormir à la belle étoile, mais juste pour en fait apprécier la grandeur du ciel et le silence des nuits. Et ça me touche énormément. Hello, moi c'est Léa et j'aime inlassablement questionner ce qui m'entoure et montrer que l'écologie, c'est d'abord une question d'émerveillement. À travers les incroyables parcours des personnes que j'invite à mon micro, j'ai à cœur de vous parler d'amour, de quête de sens, de résilience, de liberté et d'écologie. Bref, autant de sujets qui donnent du courage et qui montrent que le monde bouge et souvent dans la bonne direction. Tout de suite, je t'invite à plonger dans ces visions du monde un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais qui peuvent nous faire tellement de bien. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait, écrivait Nicolas Bouvier. Dans cet épisode, nous repartons à l'aventure façon baladeur. Car les voyages qui ne comptent que sur un sac à dos et la force de ses jambes sont bien plus que de simples traversées. Ils invitent aussi à une exploration intérieure. Nathan Mertz nous raconte comment, au-delà de la connexion profonde à la nature, ces périples deviennent des expériences humaines intenses, faites de partage, de rencontres et de moments de vie précieux avec ses compagnons de route. Avec le soutien de la Coordination Climat, le collectif national des structures à but non lucratif engagées pour l'environnement. Salut Nathan, comment tu vas? Ça va bien et toi, Léa? Écoute, ça va super. Je suis ravie de te rencontrer, de te recevoir dans mon appartement aujourd'hui, au micro, d'Eco Eclipse pour parler, surtout de ton parcours, mais le prisme principal, ça va être, les aventures, celles dans la nature, celles que tu as vécues. Ça a commencé comment est-ce que je t'ai rencontré? Je crois que c'était il y a quelques mois. En fait, je t'ai trouvé sur Instagram, j'ai commencé à te suivre et je t'ai abordé de manière, personnelle d'abord parce que je sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, mais j'avais des questions un petit peu sur, comment est-ce que tu vivais, et cetera? Parce que je voyais tes stories et je me demandais comment c'était possible de vivre, surtout financièrement. Comment tu faisais, si tu percevais des revenus avec, toutes tes aventures, et cetera. Donc tu m'as expliqué un petit peu tout ça, on va revenir là-dessus. Mais ce qui m'a fait revenir vers toi pour qu'on discute aujourd'hui, dans ce podcast, c'est ta manière de publier sur les réseaux sociaux, la manière dont tu as de parler de tes aventures, ton discours, tes mots. Moi, c'est des choses qui me touchent particulièrement. On va revenir sur tout ça, mais avant qu'on commence et que je t'interroge sur plein, plein de choses, est-ce que je pourrais te laisser te présenter, de la manière dont tu le souhaites? Volontiers. Salut tout le monde, ça me fait trop plaisir d'être aujourd'hui avec Léa pour vous parler d'aventure. Parce que l'aventure conditionne vraiment ma vie depuis des années maintenant. J'adore être dehors. S'il fallait que je me présente, donc moi c'est Nathan, j'ai grandi en Alsace, toute ma famille vient d'ici. J'ai eu une enfance vraiment heureuse, donc j'en suis content. Mes parents et mes grands-parents, ils m'ont transmis plein de belles choses et ils m'ont appris à aimer ce beau monde. Donc je partais depuis tout jeune avec mes grands-parents dans les Vosges, cavaler dans des endroits qu'ils adorent et ils m'ont vraiment fait découvrir tout ça. Mes parents, ils avaient un camping-car, donc on partait Trop bien. depuis que je suis tout petit, on part en camping-car, on voyage en Europe et puis c'est un peu cette vie de nomade qu'on vivait en fait. Ils m'ont montré un peu toutes les belles choses qu'on a en France. On a toujours fait de la rando, du vélo. En fait, l'été, on avait pour habitude, on chargeait le camping-car avec un peu tout ce qu'on avait à la maison. Et on partait, on traçait la route et on se disait, mon père souvent, il disait, bah voilà, on a envie d'aller là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe entre chez nous et cette destination? Ben, on le découvrira en fait en partant. Et on s'arrêtait tous les jours pour aller faire des petites activités outdoor. Donc c'est un peu comme ça que j'ai baigné dans ce monde assez jeune. Et ensuite, j'ai du coup fait mon école, mon enfance centre-Alsace, mon lycée aussi. Et puis après, j'ai suivi des études. Donc là, je suis parti dans le nord de la France pour OK. faire un DUT génie civil. Donc j'ai fait mes études dans la construction. Et après ça, après ce DUT, je suis allé en école d'ingénieur. J'ai eu un diplôme d'ingénieur. Et à l'heure actuelle, je suis ingénieur sur Strasbourg. Ça, c'est juste pour le parcours, on va dire, très bref de mes études et de ce que j'ai fait, de ce que je suis aujourd'hui. L'aventure pour moi, elle a pris une place assez tôt, comme on a pu le constater avec mes parents et ce que je faisais, mes grands-parents, etc. Mais en fait, assez vite, quand j'ai été, on va dire, indépendant avec mes potes, donc vers
mes 17 ans, mes 16 ans, quand on a commencé à passer nos permis, qu'on avait nos vélos, qu'on pouvait un peu partir. C'est là qu'en fait, on a commencé à faire nos propres aventures un peu tout seul. Et je me souviens qu'à l'époque, ça devait être début lycée. On s'était un peu acté que tous les étés, on partait et on allait se faire une aventure ensemble, donc avec quelques potes avec qui je suis très proche, avec qui je suis encore très proche aujourd'hui. Et ça avait commencé par des aventures en bikepacking où on OK. partait en Allemagne. Et, à l'époque, c'était vraiment un peu à l'arrache. On avait des vieux vélos de nos parents qui avaient déjà 20, 30 ans. Euh, on mettait quelques sacoches. Je me souviens, j'avais des sacoches en cuir de mon grand-père que j'accrochais sur le vélo. On chargeait un peu tout le matériel qu'on avait, des vieux sacs de couchage énormes, on n'avait pas de tente. Enfin, on partait vraiment comme ça. Et c'est un peu, ça a été nos premières aventures. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre les choses de manière plus indépendante, où j'ai commencé à organiser moi-même aussi, si les choses. C'était à ce moment-là de ma vie. Et ensuite, avec les études, donc le DUT, l'école d'ingé, là, ça s'est un peu estompé. On continuait juste à faire les étés, mais on faisait pas plus parce qu'on était Par un peu manque de chacun, temps, par manque de temps et aussi par le fait que chacun était un peu partout en France et OK. du coup, on n'était plus trop connectés. Et en fait, on avait toujours cette tradition de faire un projet l'été, mais après, on faisait pas plus qu'avant. Quand on était au lycée, on pouvait partir le week-end, on allait faire des bivouacs dans les Vosges, on allait dormir dans les cabanes, etc. Là, c'était un peu estompé. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces étés, on a commencé à faire de la randonnée. Cette date est encore prévue tous les ans jusqu'à maintenant. OK, Donc d'accord. ça fait 2016, 2017, enfin ça fait plus de 10 ans qu'on fait des treks Que comme c'est ça, instauré. que c'est instauré. Et donc du coup, ça a été un peu le petit rendez-vous de ma vie où j'ai continué, mais je pense qu'on va sûrement en parler après. Mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé à baigner dans l'aventure, que j'ai fait mes études en parallèle, etc., jusqu'à arriver à mon poste d'ingénieur actuel. Avant, tu me demandais, que tu m'avais posé la question de savoir comment est-ce que je vivais de mes aventures, est-ce que j'en vivais, est-ce que j'étais rémunéré, etc., etc. Clairement non, je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais, ou du moins très très peu. Et à l'heure actuelle, j'ai ce poste d'ingénieur dans une entreprise à Strasbourg Partiel, non, tu disais? où je suis finalement quasiment à temps plein. Je suis à 90%. OK, Donc en fait, si on veut, je récupère 2, et des poussières jours par mois. Avec en accord avec mon patron, je peux les poser quand je veux. Donc en fait, on a déjà nos congés payés, nos 5 semaines, j'ai des RTT, plus en fait ces 2, et des poussières jours par mois. Donc à l'année, j'ai quasiment 3 mois de congés que je peux poser plus ou moins comme quand je veux. OK, Et c'est grâce à ça que j'arrive à me faire des longs week-ends, que j'arrive à me faire des mois off ou des fois quasiment 2 mois à partir. Et ça me permet vraiment en fait de monter des projets et des beaux projets. OK, Par contre, c'est mon gagne-pain, c'est la manière dont je gagne ma vie. Mais par contre, les réseaux sociaux ou ce que je poste, etc., enfin, j'en vis pas. Si j'ai quelques contrats de par des échanges de bons procédés où on me prête du matériel et je fais des aventures avec ce matériel, etc., etc. Mais on va dire ça s'arrête là et j'ai pas de rémunération à proprement parler, mis à part ce que je peux créer et vendre, parfois des photos, etc. Mais on va dire ça s'arrête là, ça va pas plus loin que ça. d'accord. Et moi, ça m'intéresse à titre perso, le fait de d'avoir ce contrat à 90, c'est quelque chose que tu as négocié toi, avec la volonté de dégager du temps, c'est-à-dire, à peu près 3 mois par an pour pouvoir faire vivre, ces aventures-là? Ou c'était déjà avec cette idée derrière de pouvoir, avoir cette possibilité de partir avec des potes ou seul, dehors à l'aventure? Alors, à la base, c'est vrai que je me suis longtemps cherché à comment est-ce que je pourrais avoir un équilibre dans ma vie professionnelle et ma vie perso. J'ai pas tout de suite été en contrat partiel, enfin j'ai pas tout de suite été à 90%. Mais en fait, c'est l'entreprise de base propose ça. J'avais envie de dégager du temps pour en fait faire plus d'aventures, plus de rando, de vélo, etc. Et donc du coup, en fait, j'ai simplement demandé et ils me l'ont permis. Mais c'est des choses qui existent déjà dans la structure de l'entreprise. OK. Bah, du coup, effectivement, ça a dû t'aider à pouvoir choisir et mettre en place cette option-là, mais
Je trouve que c'est hyper bien aussi de savoir que ça existe et peut-être que ça va exister de plus en plus. Là où il y a, je sais pas, encore 30 ans ou 20 ans, c'était presque inconcevable. Je sais pas, je pense à la génération de mes parents qui souvent, voilà, c'était normal, il fallait travailler et penser à partir en vacances. Souvent, à prendre du temps pour soi, c'était un peu vu comme être un petit peu fainéant ou ce genre de choses. Là où aujourd'hui, on cherche, comme tu le dis, à trouver un équilibre qui nous rend aussi plus heureux et ça passe par faire ce qu'on a envie, dégager du temps pour. Donc je trouve que c'est super. Tu as parlé de ton enfance et moi, c'est l'une des questions souvent que j'ai l'habitude de poser parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir la perspective d'où l'on vient quand quelqu'un s'engage ou quand quelqu'un vit ce qu'il vit. Toi, tu dis depuis longtemps, tu vas randonner, tu vas partir dans la nature, vivre des aventures avec tes amis. Et tu as une enfance qui est un petit peu propice à ça aussi, avec des parents qui aiment le voyage. Et le voyage, on part en caravane, on va faire des sorties dans la nature, etc. Euh, Est-ce que tu penses que ça vient vraiment de là, cette envie de partir, vraiment d'éprouver, d'avoir un rapport assez privilégié à la nature? Qu'est-ce que ça convoque chez toi quand tu te retrouves comme ça à partir dans la nature? Est-ce que c'est un sentiment de liberté que tu retrouves nulle part ailleurs? Qu'est-ce qui te rend si bien à partir à faire ce genre de choses? On plonge dans le sujet très Ouais, rapidement. totalement. On y va franco là. Ah, je t'avoue que je pensais pas que tu allais me demander ça aussitôt, mais allons-y, hein, allons-y. Euh, Effectivement, t'as bien cerné, c'est un peu ce que j'ai exposé, que j'ai baigné dans ce monde, on va dire, outdoor, très jeune, et j'en suis tellement heureux, et je pense que ça a participé à mon bien-être dans mon enfance, de pouvoir partager tout ça avec mes parents, mes grands-parents, etc. Mais ça, on va dire que ça a construit mon envie d'aller voir comment était le monde. Donc, de par ces petites aventures avec mes amis, et partir dans les Vosges, faire des bivouacs, les premiers voyages à vélo, les premières randonnées, etc. Mais en fait, le temps est passé et jusqu'à arriver à la fin de mes études, où là, il y a eu mon premier grand voyage. Et je pense que ce grand voyage, il a vraiment été charnière dans ce qu'est ma vie à l'heure actuelle. Et ce premier grand voyage, ça a été la traversée des Pyrénées sur le GR10, qui est un sentier qui traverse les Pyrénées de d'est en ouest ou d'ouest en est, peu importe, mais qui va de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, de Hendaye à Banyuls. Et en fait, ce projet, c'est un projet que j'ai monté vraiment avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Olivier et qui, à l'époque, terminait aussi ses études d'ingénieur en même temps que moi. Et en fait, je me souviens, on était sur un banc dans mon village un soir d'été, on venait de passer nos soutenances et on s'est dit, et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a exprimé, lui et moi, l'envie de partir et de vivre un peu quelque chose de différent. On venait de terminer nos études, on était libre, en fait, c'était vraiment le moment de faire quelque chose. Et en fait, sur ce banc, on discutait, parce que c'est une des personnes avec qui je partais tous les étés en randonnée. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas aller partir, pourquoi pas partir en randonnée, mais cette fois-ci, faire quelque chose de bien plus grand, pas plus que juste la semaine de trek qu'on faisait tous les ans. Pourquoi pas marcher un mois, 2 mois, enfin peu importe. Donc on avait sorti nos téléphones à l'époque, on regardait un peu et on regardait une carte de la France, de se dire où est-ce qu'on peut aller. En fait, tout notre trek c'était plutôt tourné vers les Alpes jusqu'alors. Et là, on s'est dit, mais tiens, t'étais déjà dans les Pyrénées, toi? Bah non, j'étais jamais dans les Pyrénées. Bon, on savait pas trop à quoi ça ressemblait, on savait que c'était des grandes montagnes, un beau massif français. On s'est dit, bah, allez, dans les Pyrénées, il y a peut-être un truc. Donc, on a commencé à regarder randonnée Pyrénées, on est tombé sur le GR10. Et là, on s'est dit, bah, go, on avait vu 900 kilomètres, 55 000 de dénivelé. On s'est dit, bah, c'est parfait, ça a l'air de durer longtemps ce truc. Ben, ok, septembre, t'es libre? Ouais, je suis libre. Ben, septembre, c'est acté. On avait acté ça le soir même. Je crois 2, 3 jours après, on prenait nos billets de train pour le 1er septembre. Et on s'était dit, ben, 1er septembre, on part à Hendaye, et on fait cette traversée des Pyrénées. Et tu me demandais, voilà, d'où ça venait, qu'est-ce que je ressentais quand je partais, qu'est-ce que je recherchais, etc. Avant ça, avant ce projet sur lequel on va revenir, je partais parce que bah, j'aimais être dehors, j'aimais l'aventure, je partais avec mes potes, c'était un peu les vacances de l'été, c'était ça, c'était être dehors et être avec ses potes, c'était vraiment ça. Quand je suis parti avec mon meilleur ami faire cette traversée des Pyrénées, ça a duré un mois et demi, 40, 39 jours, je crois, on a mis pour faire ce GR10, et on est vraiment parti avec nos sacs à dos qu'on a remplis un peu du strict nécessaire.
Et on est parti complètement, j'ai envie de dire, insouciant. On n'avait pas de deadline. Il fallait pas qu'on rentre pour aller travailler. Il fallait pas qu'on rentre pour aller reprendre nos études à la fin de l'été. On était complètement libre, quoi. Donc on est vraiment parti avec cet esprit léger. Et pas de parents derrière qui s'inquiétaient. Bien entendu, il y a toujours les parents qui s'inquiètent, mais on va dire, on est parti de manière très léger, très libre, et on a apprécié le moment présent. Et c'est un peu avec cet état d'esprit qu'on est parti. Et en fait, j'ai adoré cette aventure parce qu'on s'est plongé dans la nature. À ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte de plein de choses. On va y revenir et je vais pas tout déballer tout de suite, je pense, mais on s'est rendu compte de plein de choses, de la facilité de vivre à l'extérieur, de fait que nos pensées étaient focus sur juste quelques euh, petits problématiques du jour de où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, combien de kilomètres on va faire. Et en fait, on était libre quoi. Enfin, chaque soir, on se dit ah bah là j'ai envie de poser ma tente là, donc c'est ici que je la pose. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, on fait moins de kilomètres. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un jour de repos, je prends un jour de repos. Et du coup, c'était vraiment cette liberté qui ressortait de ce voyage et que j'ai adoré quoi, et que j'avais envie de revivre et de me dire ok, je pars et j'ai aucune contrainte quoi. Et ça a l'air presque facile comme ça. Enfin, est-ce que tu disais vous connaissiez déjà les Alpes? Est-ce que vous aviez déjà fait une randonnée comme ça aussi longtemps avec parce que les Pyrénées c'est quand même aussi pas mal de dénivelé. Est-ce que vous aviez déjà eu une telle expérience avec autant de jours de marche aussi intense que ça? Non, c'était la première fois. Je pense que avant ça, on n'était jamais parti plus que 6 7 jours. Et là, c'était la première fois qu'on partait plus de 10 jours. 10 jours, c'est déjà long, hein. Mais Bah on oui. va dire une semaine pour un peu tout le monde. Je pense qu'on faisait un peu ça, hein, une semaine max, quoi. Et là, je me souviens quand on avait passé les 10 jours, on s'était dit, OK, là, je pense qu'on n'a jamais marché autant. Et c'était un peu vraiment une première. Il faut savoir que ce projet, quand on est parti vraiment à l'arrache. On avait juste validé nos billets de train 1 ou 2 mois à l'avance. On n'avait rien organisé. Je pense que je savais à peine dire où est-ce que le GR10 se terminait. Enfin, on savait qu'il commençait à Hendaye, on savait peut-être même pas qu'il ça terminait à Bagnols, on savait juste que ça traversait les Pyrénées. Et en fait, c'était assez drôle parce que cette expérience était tellement pas préparée qu'on se rendait compte pendant l'aventure, on découvrait des choses. Par exemple, la traversée des Pyrénées, il en existe plusieurs. Il y a le GR10 côté français, sur les contreforts, on va dire français des Pyrénées. Il y a le GR11 qui est côté espagnol, sur les contreforts espagnols. Et il y a la haute route des Pyrénées qui, elle, sillonne vraiment les sommets des Pyrénées. Ça, c'est trois traversées des Pyrénées qui existent. Ok. Quand on est parti, on savait pas. On a découvert ça en discutant avec des gens sur place, etc. Donc, comme tous les projets que je faisais à l'époque, c'était très on plongeait en fait, on sautait dans le grand bain et puis on se disait, ben, advienne que Ok. pourra. On avait un peu nos connaissances de base parce que on avait quand même déjà fait quelques randonnées, on savait un peu le bivouac, les risques, la météo, etc. en montagne. On gérait quand même quelque chose. J'avais commencé l'alpinisme à côté, donc on avait vraiment des notions de la montagne. On savait à quoi faire attention. En plus de ça, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, mes grands-parents, donc ils Oui. m'ont appris plein de choses. Je suis pas parti complètement inexpérimenté. Mais c'était plus dans l'organisation du voyage où en fait on s'était Ok. dit nous on va tout droit, on marche tous les jours et puis on voit on Du voit coup, ce qui il se n'y avait pas passe. de réservation de refuge, ça a été du bivouac Rien. tous les soirs. Tu vois que tous les soirs, sauf quand on avait envie de recharger les batteries, comme je fais de la photo, de la vidéo, on avait besoin tous les 5 6 jours de recharger les batteries. Donc déjà à ce moment-là, on s'imposait un peu des stops. Ça permet aussi de se doucher, d'avoir un peu de confort, de recharger en nourriture, mais aussi de recharger les batteries. Donc, mais ça, c'était pas organisé. Enfin, on n'avait pas on avait juste cette vision de quelques jours à l'avance de dire, OK, il est où le prochain grand ravitaillement? Et en fait, on s'arrêtera à ce moment-là. Ok. Et tu as commencé quand en fait, à filmer et à partager en fait sur les réseaux sociaux ce que tu fais? Euh, Parce qu'il faut quand même rappeler que tu as aujourd'hui une certaine communauté quand même sur Instagram, sur YouTube aussi, je crois. C'est quand que cette création de communauté, elle a commencé? à la base, je vais déjà rebondir sur le fait de la création de vidéos et de photos dont tu as parlé en premier lieu. Euh, à la base, j'ai toujours eu à cœur on va dire, de retranscrire ce que je vivais. En fait, à l'époque, c'était pour mes parents, pour mes grands-parents. Et c'était pour mes amis aussi. Et en fait, ça a commencé. J'ai eu mon premier petit appareil photo
même pas numériques, enfin c'est ceux avec les pellicules, les instantanés quoi, quand j'étais à l'école primaire. Et en fait, sur les voyages que j'avais à l'école, en école primaire, je faisais plein de photos avec mes petits appareils instantanés. Ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu mon premier petit appareil photo numérique qui était capable aussi de faire des vidéos. Donc j'ai commencé à filmer, je filmais en fait tout ce que je faisais avec mes potes. Donc ces premiers voyages, à l'époque, on allait souvent, on construisait des cabanes dans la forêt, donc j'allais toujours avec mon petit appareil photo, je filmais, je prenais en tout en photo et j'en faisais des films et des vidéos, mais vraiment de manière très perso pour Ok, ensuite à Noël remontrer à mes grands-parents ou envoyer ça à mes potes. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas quand j'avais 11 12 ans, tout ça, ça n'existait pas. Je pense que Facebook, ça a dû apparaître, ou du moins c'est démocratisé dans mon entourage quand j'avais 14 15 ans, ok, enfin au ok. collège. Et c'est à partir de là, sur Facebook, je commençais en fait à poster un peu des photos, des vidéos. Donc ça, c'était les premiers réseaux sociaux finalement. Mais c'était la communauté proche, quoi. C'était les gens de mon collège, les gens de mon lycée. Enfin, on se connaissait plus ou moins tous. Mais ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai eu mon premier appareil photo réflexe, à l'époque encore avec les miroirs, qui était aussi capable de filmer. Donc j'ai commencé à faire de plus en plus de photos. Instagram, bien après encore Instagram, ça devait être quand j'étais en post-bac, +2, +3. Instagram, voilà, est apparu, donc j'ai commencé à poster mes photos. Mais à l'époque, pareil, c'était pas une grande communauté que j'avais. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire des films de mes voyages en randonnée dans les Alpes, etc. Enfin, tous ces projets que j'avais avec mes amis où on partait, j'en ai vraiment fait des films que je postais là sur YouTube. Donc j'avais sur YouTube, Instagram, Facebook, et en fait j'ai alimenté les réseaux avec mes photos, mes vidéos, et puis de fil en aiguille avec le temps, on va dire, la communauté a grandi. Et c'est un peu comme ça. Que tout ça est venu et c'est aussi de là où je viens. Enfin, très petit, j'ai commencé et de fil en aiguille avec les réseaux sociaux et tout ça, ça a augmenté naturellement, on va dire. Et justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça aussi que je te pose la question, c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans ton profil, c'est que il y a un truc très naturel et très spontané dans ta façon de publier tes aventures, et d'ailleurs tes photos sont toujours très très belles, je trouve. Si là. Euh, il y a... Moi, je te parlais de... On s'est eu au téléphone avant l'interview et je te parlais un petit peu de mes valeurs, de mes combats, etc. Du message aussi qu'il y a derrière ce podcast Eco Eclipse. Et tu m'as dit, à juste titre, tu m'as dit, attention, je suis totalement alignée avec ce que tu racontes, avec les combats qui sont les tiens. Par contre, dans mon intention, derrière ce que je publie en termes de vidéos, en termes de contenu, de photos, etc., il n'y a pas un engagement à proprement parler en faveur de la préservation de l'environnement ou de j'ai pas vocation à parler climat, à parler préservation écosystème. Et moi, c'est ce qui m'intéresse parce que derrière ça, je suis sûre qu'il y a des, c'est pas n'importe quelle personne qui vont te suivre ou en tout cas, tu peux donner envie à des gens de voyager autrement parce que j'ai l'impression que ce qui est encore mainstream sur les réseaux sociaux, c'est de prendre souvent l'avion à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde pour seulement quelques jours et s'enfermer dans un hôtel et rien voir des gens ou des paysages qui nous entourent. Et toi, tu as vraiment ce truc où bah, c'est ta personnalité, c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon de voyager. Et pourtant, tu le montres d'une manière ultra simple. Est-ce que tu as déjà eu des retours de gens qui te suivent sur... est-ce que tu sais si tu as donné envie à certaines personnes euh, de voyager autrement, si des gens se sont un petit peu lancés dans ce genre d'aventure, est-ce que tu as conscience quand même que ce que tu véhicules, c'est pas anodin en fait aussi dans le monde dans lequel on vit? Il y a plein de questions Il y a plein de questions. dans cette grande... Mais voilà, mon prisme à moi, c'est souvent, et les auditeurs et les auditrices l'ont compris, c'est l'environnement. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à la nature, de repenser notre rapport à la nature. Et toi, tu fais ça, mais sans étiquette politique ou sans engagement politique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vais essayer Est-ce que premièrement, de... il y a des gens qui t'ont Alors, déjà écrit en te disant, bah, c'est ouf ce que tu fais et ça m'a donné envie de me lancer et de voir, de voyager autrement? déjà, la première question finalement, c'est est-ce que je suis conscient de l'impact que j'ai ou que je peux avoir sur les gens? Tout à fait. Enfin, je sais que maintenant, voilà, enfin, la communauté que j'ai construite sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, je sais forcément quand tu postes quelque chose et qu'il y a presque 30 000 personnes qui te suivent derrière, bah forcément, il y a des gens qui vont faire ce que tu es en train de faire ou qui vont avoir envie de faire ce que tu es en train de faire. Donc, je suis tout à fait conscient de mon impact personnel ou de l'impact que je peux avoir. Après, vis-à-vis de ce que tu disais, que je m'engage pas
personnellement, à juste titre. Et c'est ce qu'on s'était aussi dit au téléphone. Tu avais employé un terme qui m'avait touché, qui m'avait beaucoup plu. Tu m'as dit, il y a l'engagement conscient et il y a l'engagement inconscient. Totalement. Forcément, il y a des gens qui vont s'engager de manière consciente, qui vont prendre des partis politiques, qui vont prendre parti politiquement parlant, ou qui ont envie de diffuser des valeurs de manière, on va dire, consciente, etc. Je me situe pas là. Parce que clairement, c'est pas ce que je fais. Et en fait, à la base, ce que je fais et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est juste que j'ai juste envie de montrer ce que je vis et de montrer ma passion comme l'ont fait finalement mes parents ou mes grands-parents quand j'étais jeune, de me dire, regardez la nature comme elle est belle. Après, ça ne tient qu'à toi d'y aller ou de ne pas y aller. On va dire, moi, j'ai vraiment, c'est cette envie que j'avais à la base, c'était juste de montrer ce que je faisais, de parler de mes aventures, sans forcément prendre parti pris dans quoi que ce soit. Mais j'avais toujours eu conscience que finalement, ce que je montrais, ça allait donner envie à des gens. Et assez vite, la seule chose que j'ai fait, on va dire de manière consciente, je pense, c'est que je me suis rendu compte de l'impact de dire, par exemple, les lieux sur Instagram ou de diffuser, de dire, bah regardez, j'étais à ce lac, il est super beau, etc. Assez vite, en fait, même dans les débuts d'Instagram, je me suis dit, oh punaise, en fait, tout ce que je montre, les gens ils vont vouloir aller, tout le monde commence à vouloir faire la même chose, aller sur les mêmes itinéraires, aller dormir au même endroit. Et en fait, assez vite, je me suis dit, ok, ça, non, il faut pas que je monte parce que même dans les Vosges, des lieux que j'ai appréciés quand j'étais jeune, sur les endroits dans lesquels on allait faire des bivouacs avec mes potes, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait de par la démocratisation des réseaux sociaux. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie d'attirer tous les gens au même endroit. Ce que j'ai toujours voulu, c'est juste montrer que la nature, elle est belle, donner envie d'aller, peut-être indirectement donner envie aux gens d'aller dehors, mais pas forcément de promouvoir comme un panneau publicitaire des lieux. Et donc, du coup, assez vite, je me suis dit non, je ne montre pas les lieux exactement où je vais, ou alors c'est des itinéraires. Et après, les gens, ben, ils vont sur cet itinéraire, ils trouvent les endroits beaux, ils s'installent ou ils dorment là où ils pensent que c'est beau, mais je vais pas leur dire, moi j'ai fait ce spot de bivouac, c'était trop cool, allez-y. Ça, c'est peut-être mon engagement conscient, mais ça s'arrête plus ou moins à ce stade. Et après, c'était juste, comme je t'ai dit, véhiculer une passion, véhiculer cette envie d'aller dehors qui m'anime depuis toujours. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de montrer et que je continue à véhiculer. Peut-être qu'un jour, je prendrai un parti pris. On commence à voir qu'en fait, typiquement, j'ai fait des grands voyages aux États-Unis et là-bas, il y a énormément de parcs nationaux. Je pense que c'est un des premiers pays au monde où ils ont mis en place des systèmes, on va dire, de protection de l'environnement énormes et qu'ils ont protégé des zones immenses. Et heureusement, parce que je pense que sinon, ça serait bien différent les grands parcs nationaux aux États-Unis. Mais c'est là vraiment où j'ai pris conscience que en fait, ils protégeaient ces environnements et que pour rentrer dans les parcs nationaux aux États-Unis, il y a plein de procédures. Tu dors pas forcément où tu veux. Il faut toujours, on va dire chaque nuit où tu seras. Il y a plein de règles, etc. Et donc du coup, ça, c'est des choses qu'il n'y a pas encore en France. Et je pense que on va y venir. On va y venir incessamment sous peu. Potentiellement, à ce moment-là, peut-être que je commencerai à prendre des partis pris, mais c'est pas encore le cas. Ok, et c'est super intéressant parce que tu parlais aussi du fait que des fois de trop montrer la nature, ça peut être, ça peut avoir un effet bah, complètement inverse. Tu vois? Et je sais qu'il y a Florian Fiquet que j'ai interviewé, qui est aussi ambassadeur du Pacte Climat et qui commence à être bah, assez influent malgré ou bah, en tout cas c'est malgré lui, mais parce que c'est juste super ce qu'il véhicule et voilà, il a l'habitude de vivre un peu aussi comme toi. Bah, alors lui c'est à 100% de son temps. De partir découvrir la nature, faire des randonnées de fou et justement il parlait de cet impact un petit peu effectivement comme tu le disais destructeur de montrer de la géolocalisation précise d'un endroit parce que ça attire la foule, etc. Et lui, il a pris le parti de s'engager, c'est super, mais je pense que ce que tu fais en juste étant le plus simple possible dans ce que tu retranscris, je pense que c'est assez consensuel dans le sens où les gens ne doivent pas se poser de questions dans ce que tu véhicules. Et ça permet vraiment de peut-être rassembler plus de gens autour de voilà, la nature, elle est essentielle à tous et on peut tous être sensibles à la nature, ce genre de choses. Donc c'est super. Moi, j'ai regardé ta dernière vidéo, je crois, qui est sortie il y a quelques jours sur le Mercantour Oui. et ton voyage là-dedans. Et tu fais
comprendre, là je te cite, c'est dans la description de cette vidéo, qu'au-delà d'un itinéraire extraordinaire, au-delà des paysages incroyables et minérales, c'est aussi une histoire de reconstruction, d'amitié et de résilience. Une quête intérieure où l'on réalise que certaines douleurs ne disparaissent pas en fuyant. Je trouve que c'est hyper, profond et de montrer encore une fois que ce qui t'attire en tout cas, dans ces aventures, c'est vraiment l'environnement qui t'entoure. On parlait de liberté, on parlait vraiment de rapport à la nature. Est-ce que c'est ça aussi, c'est vraiment l'amitié, c'est le fait de se dépasser aussi physiquement qui t'attire dans ces aventures? On y revient à cette question. J'espérais qu'on en reparle, etc. Parce que effectivement, avant, j'ai dit je ne spoil pas tout parce qu'il y a énormément, je pense, de choses à dire à ce niveau-là. Je vous ai dit que avant cette traversée des Pyrénées, j'avais un peu découvert cet esprit de liberté, de ne pas avoir de contraintes et d'être complètement déchargé mentalement. Et finalement, c'est ce que j'avais envie de revivre. Et après ce grand voyage dans les Pyrénées, j'ai fait d'autres grands voyages où du coup, je me suis plutôt posé la question de pourquoi j'aime ça. Pourquoi je me sens si bien dehors? Pourquoi je suis heureux dehors? Pourquoi les gens autour de moi semblent heureux? Et c'est un peu avec cette question que j'avais fait. J'étais parti en Nouvelle-Zélande faire la traversée de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande sur le Terra-Roi. C'est pareil, un long sentier de 3000 kilomètres. Quand je suis rentré, j'avais fait la traversée des Alpes. J'étais allé du lac Léman à Menton. Et en fait, sur ces prochains grands voyages, je me suis vraiment dit, OK, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Pourquoi je sens tout ce que je ressens quand je pars en aventure? Et du coup, je me suis un peu questionné sur quel est mon propre bonheur. Et j'essaie de mettre des mots là-dessus. Assez rapidement, je me suis dit, ok, en fait, quand tu pars en rando, il y a cette liberté, certes, mais il y a aussi la simplicité. La simplicité des moments, le fait de partir avec très peu. T'as ton sac de couchage, t'as Mmh. ta tente, t'as un peu de nourriture et puis tu vis ta vie, quoi. Toute ta vie tient dans un sac à dos. Donc cet esprit un peu minimaliste de dire je n'ai pas beaucoup de choses, j'ai peu de choses, j'ai l'impression que ça a aidé à atteindre un peu ce bonheur. Il y a aussi forcément vivre dehors avec le cycle jour-nuit, le soleil, vivre avec le soleil. Le soir en général quand la nuit tombe, tu t'endors très rapidement, Mmh. puis voilà, tu vis dehors, tu te reconnectes un peu à ces choses au moment présent, au bruit de la nature, le chant des oiseaux le matin, enfin voilà, c'est tout ça qui te fait vibrer et tu te sens bien. Donc je me dis, être dehors, oui, ça joue aussi. Il y avait aussi, je me disais, quand je pars en marché, je me connecte aussi beaucoup plus facilement à la nature, certes, mais aussi aux gens. Et en fait, toutes les relations que j'ai pu avoir avec les personnes que je rencontrais étaient tellement plus intenses, tellement plus fortes, et je me suis rendu compte que assez vite, tu pouvais partager des choses très intéressantes avec des gens, et parler de sujets très profonds, parler de ta vie, parler de leur vie, etc. Et donc, tu te connectes, je sais pas expliquer, mais je pense que tu te connectes beaucoup plus facilement aux gens dans cet environnement de dehors, parce que c'est un environnement qui peut être rude. Enfin, parfois, voilà, tu peux avoir des tempêtes, la chaleur, le froid, etc. Et je pense que les gens vont naturellement, on reste une espèce sociable, et en fait les gens se connectent naturellement. Donc il y a aussi tout ça qui est mis sur le devant de la scène. Donc tout ce petit pot dans lequel tu mets un peu toutes ces choses fait que je me sentais super bien intérieurement. Et en fait, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte qu'ils avaient ces personnes dégageaient les mêmes choses. En fait, la simplicité, être dehors, les rencontres, etc. Enfin, tout le monde avait un peu les mêmes mots à la bouche. Et du coup, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est ça, être heureux, c'est aller dehors et c'est marcher pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, je suis revenu de mes voyages. J'ai eu mon école d'ingénieur, il y a eu tous ces voyages. Je suis revenu et je me suis dit, je me sens que j'avais eu une grosse conversation avec mon père, qui était de me dire, mais papa, moi, je suis heureux de cette manière, mais en fait, j'ai peur de l'avenir. Je me dis, mais si je rentre dans un boulot d'ingé, que je suis dans un bureau tous les jours, j'avais vraiment peur de ça. Et je me dis, moi, je peux pas faire ça. Enfin, je sais que je vais être malheureux. Et en fait, en discutant avec mon père, lui, il me disait, bah, tu vois. Toi, tu as trouvé ton bonheur en faisant toutes ces choses, t'es heureux en faisant toutes ces choses. Mais moi, par exemple, mon bonheur, c'est d'aller dans le potager, faire le potager avec toi, ou c'est quand on part en vacances ensemble. J'apprécie aussi énormément mon travail d'ingénieur de tous les jours. Et en fait, moi, quand je vais au travail, je suis tellement content d'y aller parce que tous les jours, je travaille sur des problématiques, je résous des sujets, etc. Mais moi, ça me plaît énormément. Et là, je me dis, ok.
en fait, il y a peut-être pas que la randonnée, il y a peut-être d'autres manières de d'être heureux, etc. Donc j'ai commencé un peu à creuser, j'ai échangé avec les gens autour de moi et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait autant de façons d'être heureux qu'il y a de personnes sur Terre. Et là, j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit, de me dire, ok, ben peut-être que la randonnée pour moi c'est super important, mais ça se trouve, il y a d'autres choses que je peux faire qui me rendront tout aussi heureux. Mais je le sais pas encore et j'ai pas encore cette vision. Et donc du coup, c'est avec cette vision que j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, de prendre mon boulot d'ingénieur, en me rappelant que pour moi être heureux, c'est être dehors, c'est aller randonner, etc. Mais qu'en fait, il y a peut-être d'autres possibilités et que il va falloir que je fasse en sorte que tout ça se rejoigne. Euh, Et trouver un équilibre et ne pas être qu'un ermite aussi qui passe le plus clair de son temps Tout à fait, tout à fait. dans les Et nature. donc du coup voilà, se converger comme ça et je me suis rendu compte qu'en fait, bah là, à l'heure actuelle, je peux te le dire, punaise, j'ai réussi. Et si je devais reparler au Nathan il y a 5 6 ans, je dis en fait, c'est possible, tu vois, il y a plein de solutions. Il faut juste ne pas oublier ce que tu as envie, ce qui te rend heureux et faire en sorte que la ligne de ta vie reste, on va dire, proche de cette vision du bonheur que tu as et que cette vision du bonheur peut aussi évoluer finalement. Et c'est un peu pour ça que j'allais dehors au début, c'était un peu rechercher cet épanouissement intérieur, cette lumière intérieure que je ressentais à chaque fois en étant dehors. Mais tu parlais aussi voilà, de l'aspect peut-être plus physique, on parlait aussi d'amitié. Mm. C'est vrai que dans les projets que je fais, pas tous, mais il y a eu des projets qui ont été très costaud, fallait se pousser loin mentalement, il fallait se pousser loin physiquement. Quand je pense comme ça et quand je te parle, je pense à ma haute route des Pyrénées ou bien à ma traversée des Vosges en hiver. C'est des choses, c'est des projets qui sont là à 2 pas de chez nous. Enfin, je veux dire, les Vosges, on y est très rapidement. Pourtant, je pense à l'heure actuelle, une des aventures les plus dures de ma vie, ça a été dans les Vosges, en hiver avec un de mes meilleurs potes. Et là où on s'est poussé mentalement et physiquement. Et c'est vrai que il y a aussi un aspect au fond de moi qui me dit que quand je pars en aventure, des fois c'est aussi pour repousser des limites, pas tout le temps. Mais je pense qu'il y a certaines aventures qui ont été vraiment axées là-dessus, de repousser des limites. Et à la fin, j'étais fier. Enfin, j'étais vraiment fier de moi. Je me suis dit, quand j'étais parti sur la haute route des Pyrénées, 24 jours, la haute route des Pyrénées, jamais de ma vie, j'aurais imaginé pouvoir faire ça aussi vite. Mais en fait, à la fin, il y avait aussi ce sentiment de fierté de me dire, ok, là, j'ai l'impression de m'être dépassé physiquement ou autre. En fait, j'ai toujours l'impression de me battre contre moi-même et de repousser ces barrières mentales. Et du coup, c'est aussi une part de l'aventure que j'apprécie. Je sais que j'ai des amis qui sont pas trop dans là-dedans, qui sont plus dans finalement juste partir et profiter du moment. Et j'ai d'autres amis qui sont aussi un peu de ce repoussement des limites, de ces barrières mentales. Et du coup, bah, il y a parfois des aventures, je me dis, ok, bah, je pars avec un pote, on y va là, mutuellement, on se pousse un peu. Et en fait, il y a des aventures beaucoup plus physiques que d'autres. Et j'apprécie, je pense, les deux. Et tu Donc, parlais beaucoup d'amitié aussi. J'ai l'impression que c'est ouais, au-delà de ça. Tu disais que ce qui t'anime en fait, c'est les gens que tu rencontres. C'est ce que tu disais avant, mais aussi là où les personnes avec qui tu pars et qu'au final c'est une aventure qui est vécue à deux, à trois, avec le compagnon de route, quoi. ouais, c'est sûr que enfin, à l'heure actuelle, je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir partir avec vraiment des super amis. Certains pour qui l'aventure est très important aussi, et donc du coup, on monte vraiment des projets ensemble. Et je me souviens quand je suis parti en Utah il y a 2 3 ans, traverser l'Utah, je suis parti avec 2 amis très très proches. Quand je pars marcher, la plupart du temps, on peut appeler ça des introspections, enfin je me pose des questions. Voilà, on a vu un peu le bonheur, mais il y a eu, pendant le voyage en Utah, il y a eu cette question sur l'amitié. Et qu'est-ce que représentait finalement l'amitié pour moi? Et en fait, c'est des sujets qu'on a beaucoup abordés avec mes amis pendant qu'on marchait. Et donc du coup, je laisse beaucoup place à ces introspections, à ces réponses de questions lors de mes voyages. Pour moi, c'est super important parce que les amis prennent une place énorme dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai vraiment à cœur de faire des choses avec eux. Je sais que je suis toujours dans l'organisation, organiser des projets avec eux. Et donc, tous les ans, il y a d'autres personnes qui viennent avec moi, mais peu importe, c'est partager aussi ces aventures. J'apprécie énormément partir seul, mais c'est aussi trop bien de partir avec ses potes, ses meilleurs potes. Donc, quand je peux faire des grandes aventures avec eux, bah, j'apprécie énormément.
les relations d'amitié, c'est des personnes sur qui sont toujours présentes, sur qui tu peux compter. Énormément de partage aussi, vivre le quotidien, vivre des choses. J'ai aussi des amis qui sont très loin, donc je partage pas forcément ce quotidien, mais je sais que quand je vais les retrouver, ça va être comme avant. Enfin, rien n'aura changé, on va rééchanger sur nos vies, mais en fait, on va retrouver cette connexion qu'on a entre nous. Et donc, du coup, je trouve ça formidable aussi. Et c'est aussi, tu vois, en Utah, quand j'ai voyagé, bah forcément, on est pendant un mois ensemble, tous les jours, à prendre des décisions, à faire des choix, etc. Mais ben, on est des êtres humains, on n'est pas toujours d'accord. Et du coup, bah, parfois, c'est monté aussi au clash, de dire, bah non, moi, je veux faire ça, toi, tu veux faire ça, je suis pas d'accord, blablabla. Vous étiez combien? On était trois. OK. Et en fait, bah, tu vois, c'est aussi, je pense qu'une amitié, c'est aussi savoir se dire les choses. C'est savoir être transparent avec l'autre. Finalement, c'est comme une relation amoureuse. C'est pas toujours facile de parler, mais je pense que c'est super important de se dire les choses. Et quand on était en Utah, bah, parfois, c'est monté au clash. Et des fois, On t'as s'est- pas le choix. Enfin, je veux dire, ce genre de Ouais, au bout d'un moment, d'aventure faut se peut dire les choses. aussi révéler certaines choses. Forcément, il y a un milieu, on va dire, de tension du fait que t'es tous les jours ensemble. T'as pas forcément d'intimité, t'as pas forcément de bulle dans laquelle tu peux te rétracter, de dire, ok, je souffle un peu là, je refais un peu mes batteries, j'y retourne. Non, t'es tout le temps les uns sur les autres, t'as faim, t'as soif, tu dors pas forcément toujours bien, tu te pousses physiquement tous les jours parce qu'il faut avancer ou autre. Ça peut être difficile techniquement, physiquement. Et du coup, tout ça fait que ça amplifie un peu tout. Donc forcément, des fois, tu peux dire, ben, ça pète. Et là, c'est aussi savoir se dire les choses. Mais tu vois, enfin, voilà, ça a Communiquer, pété. c'est d'autant plus important. Voilà. Donc après, on a communiqué. Et en fait, ça se passe. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est partager, se dire les choses, être là les uns pour les autres. Si on rebondit sur le Mercantour, parce que c'est de là que tu as commencé cette question ouverte, dans le Mercantour, j'étais à un stade de ma vie où voilà, je sors d'une rupture amoureuse, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, cette personne qui partage cette aventure avec moi a été là, certes pendant le projet, mais aussi avant et après. Et c'est un peu la conclusion du film, c'est de se dire que la montagne, finalement, elle m'a invité à réfléchir, comme toujours. Mais en fait, elle a pas soigné les blessures qui étaient ouvertes. Et en fait, les personnes qui m'ont aidé, enfin, la manière de soigner ces blessures, ça a été le temps, en premier lieu. Mais ça aussi les personnes qui m'entourent. Et les personnes qui m'entourent, bah, c'est vrai, c'est toutes ces amitiés ou c'est ma relation avec mon frère, mes parents, etc. C'est toutes ces personnes qui gravitent autour de moi, qui m'aident, au quotidien. Et c'est aussi ça que j'ai eu envie de faire transparaître dans ce film. C'est cette amitié qui m'a finalement aidé à, à passer au-delà des épreuves de la vie. OK, et je ne sais pas si, c'est avec cet ami-là, le même que tu es parti en Nouvelle-Zélande il y a pas trop, trop longtemps, je crois. Je voulais, qu'on parle un petit peu de cette aventure, qui est, assez hors du commun parce que déjà c'est loin, c'est en Nouvelle-Zélande. Tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est une aventure qui a duré un mois. Est-ce que tu peux nous parler, du cadre, pourquoi vous êtes partis là-bas? Qu'est-ce que vous y avez fait? Parce que c'est quand même, pas commun de voyager comme vous l'avez fait, je crois. Heu et qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être, si ça t'a apporté quelque chose? Plein de choses. Ok. Grande question ouverte, comme d'habitude. Oui, On adore. les questions ouvertes. Mais c'est bien, parce qu'au moins ça me fait parler. Alors, la Nouvelle-Zélande. Déjà, pourquoi ce projet? Avec qui je l'ai partagé? Et qu'est-ce que ça m'a amené? Je vais essayer de suivre cette ligne directrice. Euh, Ce projet, il est né de la manière suivante. Comme je vous ai dit avant, je suis parti en Nouvelle-Zélande faire le Te Araroa, qui est ce long sentier qui traverse la Nouvelle-Zélande. Et en fait, quand j'ai traversé la Nouvelle-Zélande, que je suis arrivé au bout de la Nouvelle-Zélande, il y a une région qui a attiré toujours un peu mon œil, mais dans lequel le sentier ne passe pas. Parce que c'est une région qui est extrêmement sauvage, loin de tout, complètement perdue. Il faut s'imaginer que c'est une région qui est à peu près aussi grande que l'Alsace, on va dire, un peu plus grande, sur lequel il y a 400 habitants qui vivent, Très peu. je crois. Et en Alsace, on est des centaines de milliers. Enfin voilà, donc il faut s'imaginer l'Alsace vide. Une des régions les plus denses, de France d'ailleurs, ouais. Ok, tu m'apprends quelque chose. Mais du coup, enfin, il faut s'imaginer une région complètement isolée de tout, où il y a personne qui va, il y a quelques sentiers, et c'est un parc national, c'est une zone préservée, il y a vraiment des réserves un peu où personne n'a le droit de rentrer.
quelques fjords qui sont très touristiques où les bateaux y viennent, etc. Mais sinon, c'est une région qui n'est pas peuplée et où il y a absolument personne. Je suis reparti de Nouvelle-Zélande il y a 6 ans, en 2019, 7 ans, et je me suis dit, ok, j'aimerais un jour revenir là-bas et vraiment créer une aventure juste dans ce lieu. Donc je suis parti 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande avec l'envie de créer quelque chose dans le Fjordland. Cette région s'appelle le Fjordland. Je suis parti là-bas avec mon frère, mon petit frère, et on a partagé cette aventure ensemble. Une aventure du coup que j'avais dans la tête, comme vous l'avez pu comprendre, depuis bien des années. Et en fait, depuis toutes ces années, ben, j'ai passé beaucoup de temps sur les cartes à me dire qu'est-ce que je pourrais réussir à faire pour traverser cette région du nord au sud. L'objectif, c'est vraiment de partir d'une zone qui s'appelle Milford Sound. C'est vraiment je pense que c'est un endroit très très connu mondialement. Enfin, tous les gens vont là-bas parce que c'est des fjords avec des immenses falaises qui plongent dans l'océan, des pics acérés. Enfin voilà, c'est un endroit iconique, mais du coup très connu. Et l'objectif, c'était de partir de là-bas et de rejoindre l'océan Pacifique tout au sud de la Nouvelle-Zélande en traversant ce parc. Ça, c'était l'idée que je m'étais faite de mon aventure. Et après, en passant comme à mon habitude, énormément du temps sur des cartes, à me renseigner, à essayer de voir un peu ce qui est possible. En fait, j'ai tracé quelque chose pour me dire, bah, je vais aller là-bas et je vais tenter ce projet. C'est un projet qui pouvait pas se faire complètement à pied, complètement en randonnée, je veux dire, parce que il y a énormément de lacs, de fjords, de rivières, et forcément il y a des moments où, ben, quand tu avances tout droit, tu finis par arriver Tomber sur dans le un plan d'eau, et du coup tu vas être obligé de le traverser. Donc j'ai dû un peu, je me souviens il y a quelques temps de ça, je faisais des recherches de savoir, ben, est-ce qu'il existait des kayaks gonflables, des petits bateaux que tu pouvais pour traverser ces fjords et ces rivières, et c'est là où je suis tombé en fait sur le packraft. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. En fait, le packraft, c'est un kayak gonflable et son seul but, c'est d'être léger et de pouvoir faire à peu près la même chose que tu fais en kayak, mais avec quelque chose de très léger. Ça m'a beaucoup plu, quoi, parce Est-ce que que tu penses à Mike Horn dans dans ces situations-là où tu te... forcément, Mike Horn, Nico Mathieu dans ses aventures en Amazonie, enfin voilà, ils ont des packrafts, enfin Mike Horn partait faire la descente de l'Amazon en hydrospeed, enfin j'en suis pas là, mais enfin voilà, et là je me suis dit, ok, il y a peut-être des choses à créer, et en fait cette aventure m'a encore plus euh, ouvert les yeux et me donné envie de par cette juxtaposition d'activité qui n'était pas juste de la randonnée, il y avait vraiment ce côté aventure de se dire je vais être dans une région très sauvage, il y a la randonnée, il y a le packraft, et en fait tout ça a fait que bah, je me suis dit oh, ça va être génial, et c'est un peu voilà dans cet état d'esprit que je suis parti. Énormément de préparation pour cette aventure. Avant, on parlait de mon premier GR10, où je partais complètement à l'arrache, je savais même pas où le sentier terminait. Là, je suis plus du tout à ce stade dans ma vie, et Ça demande autant de prépa, quoi. voilà, les aventures que je fais maintenant me demandent énormément de préparation, de par le fait que là où on passe, en fait, c'est pas documenté. Enfin, il y avait peu de gens qui passent. C'est beaucoup de recherche, en fait, de savoir est-ce que je vais réussir à passer. Je me souviens, je passais du temps j'avais trouvé des vieux blogs en anglais de Néo-Zélandais qui étaient passés dans des endroits sur des cols et qui disaient ouais, bah là, si tu prends cette cheminée, tu montes ces cailloux, ça devrait le faire, etc. Moi, je suis passé une fois, ça l'a fait. Enfin, ouais, et Est-ce de se que dire ton voyage, il commence pas déjà à ce le moment-là, en voyage, il commence fait? là. Et en fait, je fais des films de mes aventures. Je sais que pour ce futur projet, qui, je l'espère, sortira en festival de films en France en 2027, je sais que le film, j'ai envie d'avoir une partie où je parle de ce début d'aventure, parce qu'en fait, c'est déjà l'aventure. Et moi, je me projette énormément dans ces préparations de voyage, et parce que ça me fait vibrer. Enfin, je m'imagine, je me dis, OK, comment ça va être? T'as beau cumuler toutes ces informations qui vont peut-être te permettre de réussir, mais t'as toujours cette part d'incertitude de dire tant que j'y serais pas allé, je saurais pas. Je savais même pas si le premier jour ça allait passer. Enfin, on passait un col, je me disais, on verra, on verra. Et là, c'est là l'aventure où elle prend encore un tout autre tournant. À mon, à mon sens, là, c'est vraiment une aventure. Mais je considère quand même qu'une aventure, ça commence à partir du moment où tu sors de chez toi, enfin, où Ouais. tu passes le pas de ta porte. Finalement, si tu vas juste marcher dans les rues de Strasbourg, si tu vas longer le Rhin ou à pied, ça peut déjà être une aventure. Le fait de se projeter déjà mentalement avec son imaginaire quelque part. Voilà, c'est déjà Ouais. une aventure. J'ai dit avant, pour moi, la plus grosse aventure, la plus difficile, ça a été la traversée des Vosges en hiver. Enfin, c'est juste à côté de chez nous. Une aventure, ça a plein de niveaux. Je pense que c'est aussi, chacun vit son aventure à sa manière. Mais moi, pour moi, à mon sens, là, j'étais vraiment dans une aventure. De me dire, à partir du moment où je me disais, je sais pas si ça va le faire,
je ne peux pas te dire. Et ben là, c'était vraiment une aventure. Donc voilà, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour faire cette traversée du Surland avec mon petit frère. Et ça a été une aventure qui a été incroyable. Déjà partagé avec mon petit frère, ça a été. On avait fait le GR20 l'année dernière ensemble, traversée de la Corse. On a fait d'autres petits projets ensemble, mais c'était souvent sur le week-end, aller faire des bivouacs ou autre. Et bien entendu toute notre enfance aussi qu'on a partagé. Mais vraiment un gros projet comme ça, c'était vraiment la première fois. Et donc du coup, on est partis tous les deux avec nos sacs énormes et tout notre matériel, les packs rafts, la nourriture pour des dizaines de jours. Et on est partis tous les deux. Et du coup, en fait, c'était partager cette aventure avec lui. Ça a été extraordinaire pour moi. Mmh. Ça a été aussi très stressant pour moi. OK. Et Tu étais responsable, voilà, je m'y de ton attendais pas du tout. Et là, j'ai pris une grosse claque. J'ai vraiment pris une grosse claque parce que je suis assez bourrin dans ma manière de vivre les choses. Je suis toujours un peu en mode, bon, j'y vais, ça passe ou ça casse. Euh, et là, en fait, j'étais toujours comme ça, mais j'avais aussi le stress de me dire, j'emmène mon petit frère, c'est moi qui ai tout organisé et j'ai pas envie qu'il lui arrive il a malheur. l'habitude, lui, de ce genre d'aventure un petit peu aussi? Il a été scout, il a fait des choses avec nos parents, vous voyez, il baignait aussi là-dedans. Il a fait des choses, c'est pas non plus sa tasse de thé, enfin, il fait pas ça par passion tout le temps. Là, c'était vraiment de partager quelque chose, lui et moi. Et donc, du coup, je me sentais vraiment responsable et je sais qu'il y a des moments où j'étais mais rarement arrivé, mais à la limite de la crise d'angoisse. Parce que il y a des moments, en fin de journée, j'avais senti que je l'avais vraiment poussé à bout, que physiquement, il était à très limite. Moi aussi, on passait dans un endroit très, très technique et où des fois je m'en voulais, tu vois, de me dire merde, on est passé. Après, tu peux pas toujours le contrôler parce qu'on est sur un terrain qu'on ne contrôle pas. Et il y a Mmh. des moments, ben voilà, c'est difficile, plus difficile que ce qu'on imagine, et il faut réussir à jouer avec ça. Et il y a des moments où, bah, je sais, il y a un soir où je me suis posé, voilà, je me suis posé sur un rocher, lui il est parti se doucher, et là vraiment j'étais au bord des larmes et je me suis dit, ouah, c'était chaud et j'ai pas du tout envie de revivre ça, j'ai pas envie de le remettre dans ces situations. Mais en ayant reparlé avec lui après, parce qu'on communiquait là-dessus, au final, il me disait, bah non, ça a été, ça s'est bien passé. J'étais certes très fatigué, mais ça a été. Mais tu vois, c'est juste, je pense, ma vision des choses où je me disais, je suis responsable de lui et du coup, Ça te ça me stressait pas stressait trop énormément. l'angoisse, des fois, quand on reste dans Voilà. ses pensées à soi et qu'on Et communique pas forcément avec l'autre. exactement. Mais forcément, après, tu étais dans la journée, t'es dans le feu de l'action. C'est pas là où tu vas Oui. commencer un peu à débattre sur le pour le contre. On débattait tous les soirs. Et, euh, et voilà. Donc ça a été des moments un peu plus difficiles pour moi personnellement. Ça a été une aventure que on n'est pas allé au bout ensemble. Euh, on va pas tout déballer parce que il y a quand même un film qui sortira là-dessus, donc je vais pas En tout cas, tout c'est un dire. bon teaser. Mais en tout cas, on n'est pas allé au bout ensemble. Et vraiment, sans regret. Parce que on a su s'écouter, on a su se dire ce qu'on avait à se dire, et on a su accorder nos plans en fonction. Et donc du coup, moi, je suis trop fier de nous, et je suis trop fier de ce qu'on a créé. Et moi, après, j'ai continué mon aventure tout seul. Ça n'a pas été facile dès le début. Faut quand même s'imaginer que tu as fait toute la première partie accompagnée avec ton petit frère. Vous avez vécu des choses extraordinaires que je souhaite à tout le monde, mais là, il est plus là. Et Mm. c'est vrai que les premières journées, j'étais un peu il fallait encaisser le coup, quoi, de se dire, tu repars tout seul. Je savais dans la difficulté dans laquelle je me lançais, il a fallu ouais, se pousser, quoi. Mais avec tout ce que je vis, etc., je savais aussi que c'était juste un moment à passer et que, en fait, assez vite, j'allais me reconnecter à ce que j'aime et que assez vite, j'allais me lancer dans mon projet à fond et qu'il allait juste avoir cette petite période de transition. Au début, j'ai pas envie de dormir dans mon sac de couchage. Je suis là, oh non, vas-y, il faut déjà avoir froid, etc. Mais en fait, au bout de quelques jours, en fait, mon sac de couchage, c'est mon petit cocon et dans lequel j'ai trop hâte d'arriver. Et en fait, ça devient mon confort, mon sac de couchage. Et je suis trop content d'y être. Tu vois, c'est juste cette transition à faire mentalement parlant. Et ensuite, t'es capable de tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et après, je me suis relancé, certes tout seul, mais comme j'ai dit, sans regret. Et j'ai pu apprécier et j'ai pu me connecter à la nature j'ai pour habitude de dire des fois quand j'en parle, et dans un des derniers posts Instagram, j'ai plus ma phrase exacte, mais je disais, j'ai cherché à me reconnecter au silence du monde, ou j'ai cherché le silence du monde, enfin un truc comme ça, parce qu'en fait, on a tendance à être
tellement stimulé par tous les bruits qui nous entourent et surtout en ville. Et en fait, le monde est bruyant. Et parfois, juste partir comme ça, moi, je cherche toujours à me reconnecter un peu à ce silence du monde, ou bien juste au bruit simple de la nature. Et ça me transcende. Et là, en Nouvelle-Zélande, c'est des forêts, énormément de marches dans la forêt. Et en fait, dans la forêt, il y a pas trop d'animaux en Nouvelle-Zélande. Donc, il n'y a pas trop de bruit. Il y a juste le bruit du vent et des oiseaux, c'est tout. Ok. Et j'ai trouvé cet environnement tellement silencieux et ça m'a apaisé, enfin ça m'apaise intérieurement et j'avais besoin de ça pour recharger mes batteries et c'était incroyable. Bah, c'est incroyable. J'ai l'impression de faire un podcast des baladeurs. Je ne sais pas si tu connais le Bien sûr que je podcast, connais, mais bien sûr que je connais. on est totalement dans la thématique et la forme, mais c'est juste incroyable. Et puis c'est fou parce qu'à la fois il y a une certaine ouais, c'est des aventures assez extrêmes et pourtant il y a une intelligence émotionnelle ou je sais pas comment la qualifier, mais d'écoute de soi-même et d'écoute de l'autre, de se dire bah on avait cette aventure, ce sentier, cet itinéraire en tête, mais on n'y est pas allé jusqu'au bout parce que aussi il faut savoir s'écouter et je trouve ça fou aussi de voir à quel point dans l'autre sens, le corps et le mental peuvent s'adapter assez facilement quand on le cherche un petit peu. Merci pour ce partage-là. C'est quoi, quel est le bruit que tu as préféré dans tous tes périples? Quelle est l'aventure? J'ai l'impression que tu en as eu énormément. Est-ce que il y en a une qui t'a marqué particulièrement, euh, ou c'est difficile de hiérarchiser un petit peu? Tu me demandes quel est le son ou le bruit voilà, qui me touche. Moi j'ai envie de te dire le silence. Et indirectement, je pense que c'est ça que je recherche aussi dans mes aventures, c'est de sortir du monde dans lequel on vit et de me reconnecter à cette nature et réapprécier les sons et le silence de la nature. Et vraiment, en Nouvelle-Zélande, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est cette absence de bruit. Je suis aussi un passionné de ciel nocturne. Pendant très longtemps, j'ai fait de l'astrophoto et Ok, j'apprécie énormément ces soirées dehors où en fait, tu t'allonges. Je mettais mon appareil photo, il faisait son travail, quoi. Mais moi, en fait, je m'allongeais à côté et je regardais les étoiles. Et je passe énormément de temps dehors, en fait, à regarder les étoiles et en aventure encore plus. Souvent, ça m'arrive de dormir à la belle étoile dès que je peux dormir à la belle étoile, mais juste pour en fait apprécier la grandeur du ciel et le silence des nuits. Et ça me touche énormément. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose à ok, laquelle il fallait que je réponde, je te dirais le silence de notre monde. C'est quelque chose qui me touche énormément. Maintenant, l'aventure qui m'a le plus marqué, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Parce que c'est une question qui revient souvent, de me dire, ben Nathan, avec toutes les randonnées, les milliers de kilomètres que tu as fait, en fait, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et je reviens toujours à cette première aventure qui a été le GR10. Et pourquoi celle-là? En fait, cette aventure, parce que ça a été la première. La première d'une longue série, mais c'est là que tout a commencé. Et c'est aussi là où je pense que j'étais le mieux parce que toutes les étoiles étaient alignées, quoi. Je partageais cette aventure avec mon meilleur pote, Olivier. Je partais en étant avec un esprit complètement libre, dans le sens j'avais aucune attache, aucune vision du futur. Je savais pas où est-ce que j'allais, donc j'avais cet esprit complètement libre à cette aventure, ouvert à vivre cette aventure. J'ai découvert la randonnée de longue distance, donc tout ce qui va avec, hein, parce que je sais pas, ton état d'esprit il est différent. Tu te plonges vraiment dans cette aventure et tu vis au jour le jour, au jour le jour. Tu fais plein de rencontres et donc du coup c'est cette première longue distance que j'ai vécue et dont je suis tombé amoureux en fait. C'est pour ça que je repars. Et en fait tout ça fait que je pense clairement le GR10, cette première aventure, ça a été c'est ce qui a la plus permis le belle, reste la plus aussi. forte. Ouais. Ok, Elle ok. a ouvert plein de portes. Ouais, j'en ai tellement. Ça peut être en termes de paysage, je pourrais t'en citer d'autres. En termes d'introspection, finalement, ça a été une autre aventure. Enfin, il y a eu plein de choses, mais celle-là, cette Celle-ci. naissance, c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Le goût de l'effort, le goût de la liberté, ouais, ça t'a donné envie de repartir. C'est super intéressant. J'aurais plein d'autres questions à te poser, mais ça, on pourra faire ça en off. Est-ce que pour terminer cette discussion, tu aurais quelque chose, je sais pas, un message ou une chose à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent, quelque chose à ajouter? Une phrase de fin. Une phrase de fin.
Tu peux ne pas en avoir aussi. C'est marrant parce que j'en parlais encore à ma mère ce matin, qui était un peu stressée pour un entretien. Et dans la chanson Hurt de Johnny Cash, à la fin, il dit juste, en gros, il fait juste qu'on comprenne que son seul regret, c'est de ne pas avoir été lui-même. Et moi, ce que j'adore quand je pars, c'est que j'ai l'impression d'être moi-même. Et donc, du coup, j'ai l'impression que en partant, en me reconnectant à la nature, on est ce qu'on est vraiment. Et, et tu vois, enfin, quand tu pars sur un sentier de longue randonnée, il y a pas de hiérarchie. Enfin, tu rencontres une personne, tu apprécies cette personne pour ce qu'elle est, et elle va te faire transparaître ce qu'elle est vraiment. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Donc, j'ai envie de dire, vivez vos voyages, soyez vous-même, et le bonheur viendra. Ok. Merci pour ces belles paroles, Nathan. Je te remercie encore une fois d'être venu là et qu'on ait eu cette belle discussion, ces échanges assez profonds finalement, très vite. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Merci Léa. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et si ce moment t'a plu et inspiré, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Spotify ou à faire une story Instagram en identifiant mon compte Léa-RTAG et celui de mon invité pour qu'on puisse te repartager. J'aimerais également remercier ma précieuse monteuse Héloïse Delcé pour son travail. En attendant de se retrouver, je te souhaite de continuer à écouter des podcasts du même genre et d'approfondir les enjeux évoqués dans mes épisodes. Je suis convaincue que cela fait du bien de se sentir éveillé sur toutes ces questions et d'en parler autour de soi. Alors, toi aussi, sème tes graines et vis ta vie avec du sens. Ce podcast vous a été présenté avec le soutien de la Coordination Climat. Si vous êtes impliqué dans une association française œuvrant sur les sujets climat, biodiversité ou luttant contre les polluants, n'hésitez pas à rejoindre le collectif national des ONG environnementales en allant sur le site coordinationclimat.org et à demander votre adhésion.